La trame verte et bleue, comme son nom l'indique, porte sur une trame verte et une trame bleue. La trame verte porte plus sur les milieux terrestres, donc les espaces agricoles, les milieux forestiers, les espaces de pelouse, de garrigues, ce qu'on appellera les espaces agro-pastoraux. Et puis une composante plutôt liée aux milieux aquatiques. On va retrouver les bords de cours d'eau, les cours d'eau en eux-mêmes, les zones humides qui constituent la trame bleue. La démarche de trame verte et bleue vient du constat qu'on a une érosion de la biodiversité assez généralisée. Et la seule politique pourtant importante de création d'espaces protégés ne suffit pas aujourd'hui à endiguer cette perte de biodiversité. Une des principales causes mises en avant est la fragmentation des milieux naturels. Fragmentation qui peut prendre différentes formes, mais qui conduit toujours à ce que des cœurs de population se retrouvent de plus en plus isolés et les espèces, à terme, ne peuvent plus effectuer leur cycle complet, c'est-à-dire se reproduire, se nourrir, se reposer, puisque leurs déplacements parfois sont contrariés. Elles ne peuvent plus aller d'un site A à un site B, par exemple, pour effectuer leur cycle complet. Donc, la trame verte et bleue est composée d'un réseau de continuité écologique. Donc voilà, le terme continuité écologique montre bien justement que l'enjeu, c'est d'arriver à maintenir, voire restaurer un ensemble d'espaces pour permettre aux espèces d'effectuer leur cycle de vie complet. Alors, ces continuités écologiques reposent à la fois sur des réservoirs de biodiversité et des corridors, c'est un ensemble. Les réservoirs de biodiversité correspondent à des secteurs où on a des populations d'espèces assez abondantes, desquelles elles vont pouvoir essaimer, coloniser de nouveaux territoires. Et tout l'enjeu, c'est justement d'arriver à maintenir des connexions entre ces réservoirs de biodiversité. Et on parlera de corridors écologiques. Et c'est bien l'ensemble constitué par les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité qui constituent la trame verte et bleue. Et je crois qu'un des signaux forts que vous avez donné en tant qu'élu sur le territoire du parc, c'est que la trame verte et bleue puisse venir aussi conforter les espaces agricoles. Tout à fait. Puisque l'agriculture a toute sa place et elle a généré aussi de la biodiversité, donc il y a un lien très étroit entre agriculture et biodiversité. Pour identifier la trame verte et bleue sur le territoire du parc naturel régional du Verdon, on s'est appuyé sur plusieurs espèces présentes sur le territoire, pour lesquelles on dispose de données d'inventaire, mais surtout qu'on s'est sensible à la fragmentation. Vous nous avez signalé qu'il y avait une petite chouette que vous avez. Souvent, quand je m'approche de la mendier en tracteur ou même à pied, je la vois qui s'envole, qui part de cet arbre. Donc, je pense qu'elle doit nicher dedans, il doit être creux. Donc, ça fait plusieurs années que je ne les vois pas à chaque fois, mais que j'en vois. Alors, c'est vrai qu'en général, les chouettes sur le plateau, donc la chouette chevêche en l'occurrence, elle est vraiment liée à ces arbres isolés. On la trouve que quand il y a encore des vieux amandiers. Il y a encore quelques individus sur le plateau. Donc c'est une petite population qu'on essaie de conforter, mais avec beaucoup de questions sur son devenir, parce que ces vieux arbres, un jour ou l'autre, ils vont mourir de leur belle mort. Et on se rend bien compte aujourd'hui qu'il n'y a personne pour prendre la relève. Donc voilà, comment on considère ce patrimoine, comment on arrive à le faire perdurer, à le transmettre, quel est le point de vue des agriculteurs, leur vision par rapport à ces arbres-là. C'est toutes ces questions sur lesquelles on essaie un petit peu de travailler. Nous avons évoqué la trame verte et bleue, mais il y a également une autre trame très importante qu'on appelle la trame noire, la trame nocturne, qui est liée à la problématique de l'éclairage, puisqu'une partie de la biodiversité des espèces est également très sensible à l'éclairage et peut fuir l'éclairage. On pense notamment aux chauves-souris qui chassent les insectes la nuit. Or, l'éclairage a tendance à attirer tous les insectes au pied des lampadaires, des candélabres, et à vider les espaces naturels des insectes, ce qui peut être problématique pour un certain nombre d'espèces, dont les chauves-souris. Le territoire d'une chouette, ça va être 1 à 2 hectares à peu près. Potentiellement, il pourrait y avoir 2 nichures sur l'exploitation. Bien évidemment, les sites de nidification ou les amandiers, ça va être important, mais au-delà de ça, il y a aussi les pratiques culturelles. Parce que c'est grâce à la diversité des pratiques culturelles va apporter tout ce que la chevêche a besoin pour se nourrir. Donc, tout ça. Des bandes enherbées, Les bandes enherbées où elle va trouver des micro-mammifères, des orthoptères dont elle se nourrit. Criquets, sauterelles. Donc on peut installer les nichoirs comme veut, s'il n'y a pas à côté Ça servira à des rien, sites favorables, ça servira strictement à rien. La chevêche, pour moi, c'est un peu un indicateur. C'est-à-dire que la chevêche, mais comme l'outarde, comme d'autres espèces, plus vous avez d'espèces sur une exploitation, en milieu agricole, plus ça veut dire que le milieu est riche en insectes, en nourriture, en habitat.
Et du coup, je pense que c'est aussi intéressant pour la production agricole en elle-même, parce que la chouette, par exemple, elle va manger des campagnols. Donc les campagnols peuvent faire des dégâts aux cultures, donc c'est un prédateur des ravageurs aux cultures. On n'en a pas parlé, mais par rapport aux haies, aux amandiers, les amandiers pour ça, ils sont très utiles par rapport aux pollinisateurs, surtout au tout début du printemps, quand il n'y a pas encore beaucoup de ressources alimentaires et qu'il y a les premières abeilles qui sont actives. Donc la pollinisation, je pense qu'en milieu agricole, c'est aussi très important, surtout pour les agriculteurs qui ont des vergers. Donc c'est un peu un ensemble de choses qui fait qu'il y a vraiment une imbrication entre production agricole et puis diversité de la faune ou de la flore sur l'exploitation. L'écosystème agricole, il est vivant, il est en bon état. C'est vrai que l'urbanisation a fait aussi pas mal de dégâts entre guillemets en laissant les constructions se faire un peu n'importe où dans les communes. Donc c'est ce fameux mitage dont la loi ALUR ne veut plus et où on nous demande de recentrer les constructions sur les bourgs centraux des villages, de procéder, de densifier, de procéder à des constructions dans les dents creuses, ce qu'on appelle les dents creuses entre les maisons, les terrains qui sont encore libres. Et de ce fait de pouvoir aussi préserver une certaine nature autour qui sert à l'agriculture. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi avec une démarche comme la trame verte et bleue, c'est que pour moi c'est peut-être plus des orientations, des grands enjeux à avoir en tête, mais derrière c'est bien la commune à l'échelle de son document d'urbanisme ou l'intercommunalité à l'échelle d'un PLU intercommunal ou d'un SCOT qui a la main pour définir un peu comment on s'y prend. Et puis comme tu dis, de ne pas forcément le figer, parce qu'on sait que des paysages ça évolue aussi. C'est ça, et les paysages ont évolué dans le temps, ils continueront d'évoluer. Mais en gros c'est plus qu'est-ce qu'on veut léguer plus tard, qu'est-ce qui nous paraît important de laisser aux futures générations. Souvent on entend un peu une opposition entre biodiversité et économie, mais on se rend compte aussi qu'avoir de la biodiversité dans les espaces agricoles, tout à fait. Ça va profiter à l'agriculture. Aussi. Donc l'idée de la trame verte et bleue, c'est d'arriver à avoir une politique d'aménagement du territoire qui puisse venir préserver, voire restaurer s'il y a besoin, un réseau de continuité écologique qui permette à l'ensemble des espèces de faire leur cycle.